Épuisée par le travail, la pauvre fille s'est endormie dans la cuisine du manoir, mais le PDG millionnaire a choqué tout le monde en arrivant. Élodie Martin ne s'était jamais vraiment sentie à sa place dans sa ville natale, un petit village niché entre collines et champs silencieux du sud-ouest de la France. Elle avait grandi au rythme lent des saisons, dans une maison modeste partagée avec sa mère couturière et son grand-père malade. Chaque jour ressemblait au précédent. Chaque rêve semblait suspendu dans une routine immuable. Mais Élodie ne voulait pas d'une vie figée. Elle rêvait de plus, de Paris, de ses lumières, de ses promesses. C'est un matin froid de février qu'elle prit le train. Un sac à dos usé rempli d'espoir, quelques économies et une lettre d'embauche. Après des semaines à enchaîner les refus et les entretiens stériles, une agence de placement lui avait enfin trouvé une opportunité. Poste d'assistante de cuisine dans une grande demeure parisienne, propriété d'un certain Alexandre Moreau. Le nom lui était inconnu, mais une rapide recherche sur son vieux téléphone portable lui apprit qu'il s'agissait du PDG d'un des groupes technologiques les plus influents d'Europe. L'homme, riche et mystérieux, apparaissait rarement en public. Cela ne changeait rien à l'objectif d'Élodie. Travailler, économiser, s'élever. Le jour de son arrivée à la résidence Moreau fut marqué par une pluie battante. Une gouvernante austère l'accueillit sans un mot de bienvenue, la conduisit par un long couloir jusqu'aux cuisines, puis la laissa entre les mains du chef, un homme strict au regard perçant. On lui assigna immédiatement des tâches, nettoyer les légumes, récurer les plans de travail, apprendre les menus, retenir les règles. La cadence était infernale. Tout était chronométré, surveillé. Les horaires s'étendaient souvent bien au-delà de ce qui avait été annoncé. Mais Élodie ne se plaignait pas. Elle avait connu la fatigue dans les champs, les nuits blanches à veiller un grand-père fiévreux. Elle connaissait la résistance du corps quand l'esprit refusait de céder. Chaque jour, elle se levait à 6 heures du matin, enfilait sa blouse impeccable et descendait aux cuisines avant même que la lumière du jour n'inonde les fenêtres du grand salon. Elle coupait, nettoyait, apprenait. Elle observait les moindres gestes du chef, essayait de comprendre les goûts des résidents, mémorisait les horaires de service. Les autres employés, peu bavards, semblaient la tolérer sans vraiment l'accepter. On l'appelait la petite nouvelle, comme si son prénom n'importait pas encore. Élodie, malgré tout, persistait. Chaque jour devenait un défi à surmonter, un test qu'elle s'imposait de réussir. Elle savait que son poste était fragile, une erreur, une négligence, et elle pourrait tout perdre. Elle avait vu une autre jeune femme renvoyée sur un simple oubli de cuisson. Alors elle redoublait d'attention, refusait les pauses trop longues, restait souvent après les autres pour tout vérifier une dernière fois. Les rares fois où elle croisait le maître des lieux, c'était à distance. Alexandre Moreau n'apparaissait que furtivement, souvent entouré d'assistants silencieux et d'un chauffeur discret. Il ne saluait personne, ne regardait personne. On disait de lui qu'il vivait pour le travail, qu'il ne supportait pas les erreurs, qu'il avait licencié un maître d'hôtel pour une serviette mal pliée. Élodie n'avait pas d'opinion. Il représentait une présence lointaine, presque abstraite, dont l'autorité pesait malgré l'absence. Un soir, alors que le service touchait à sa fin, Élodie resta seule dans la cuisine pour ranger quelques ustensiles oubliés. Il était presque minuit. Ses jambes tremblèrent de fatigue. Ses paupières semblaient porter le poids de toute la journée. Elle s'assit un instant sur une petite chaise près du garde-manger, s'appuya contre le mur carrelé et ferma les yeux juste une seconde, juste le temps de reprendre son souffle. Le silence de la cuisine la berça. Une odeur persistante de pain frais et d'épices douces flottait dans l'air. Elle pensa à sa mère, à son village, à l'inconnu qu'était encore Paris. Et sans s'en rendre compte, elle s'endormit là dans l'endroit le plus impersonnel de la maison. Dans cette demeure luxueuse, froide et impeccable, une jeune femme au tablier taché dormait paisiblement, sans savoir que ce moment de faiblesse, ce simple besoin de repos, allait changer à jamais le cours de son destin. Le couvercle en inox du grand chaudron vibrait légèrement sous l'effet d'un courant d'air venu de l'arrière-cuisine. Les dernières lueurs du soir avaient laissé place à une obscurité paisible, presque solennelle, dans cette maison où tout semblait conçu pour ne jamais déborder, où chaque couloir murmurait l'ordre et le silence. Élodie dormait encore, la tête légèrement penchée sur l'épaule, les bras croisés sur sa poitrine, le dos contre un placard à provisions. Elle respirait doucement, dans un état d'abandon qui trahissait l'épuisement bien plus qu'un simple relâchement.
La cuisine, désormais vide, était baignée d'une lumière tamisée projetée par les veilleuses techniques installées au-dessus des fours. Le calme y régnait, presque religieux. Les horloges dispersées dans la maison marquaient minuit passé depuis longtemps. À cette heure-là, personne ne devait entrer. Les domestiques dormaient, les chauffeurs étaient partis et les rares résidents qui passaient parfois la nuit dans cette demeure s'étaient déjà retirés. Mais ce soir, un bruit de pneus sur le gravier de l'entrée troubla cette tranquillité. Le moteur d'une voiture se coupa net, puis le claquement sec d'une portière rompit la monotonie sonore du lieu. Quelques pas résonnèrent dans le hall, suivis du son métallique d'une clé tournant dans la serrure de la porte principale. Alexandre Moreau venait de rentrer, seul, sans prévenir. Il n'avait averti ni son majordome, ni son personnel, ni même son assistant personnel. Cela arrivait rarement, mais ce n'était pas une première. Il passait parfois ses soirées dans des réunions prolongées ou des dîners d'affaires interminables, mais ce soir, il avait quitté brusquement une assemblée importante, comme si quelque chose de plus urgent l'appelait ailleurs. Son chauffeur personnel l'avait regardé par le rétroviseur avec surprise, mais comme toujours, il n'avait posé aucune question. Alexandre entra sans bruit, son manteau jeté sur l'avant-bras, le visage fermé. Il traversa le vaste hall aux colonnes marbrées, gravit lentement les escaliers, puis redescendit aussitôt comme si un mouvement intérieur le retenait au rez-de-chaussée. Ses pas le conduisirent presque instinctivement vers les cuisines. Il n'y avait aucune raison particulière à cela. Il n'avait pas faim. Il n'était pas venu vérifier quoi que ce soit. C'était simplement là que ses pas le portaient, dans cette direction, comme appelé par un écho discret. En franchissant la porte à double battant qui menait à la cuisine principale, il s'arrêta net. Il la vit. Élodie, endormie, fragile, appuyée contre le mur froid. Un tablier froissé sur les genoux, des mèches brunes échappées de sa charlotte. Il resta un moment sans bouger, le regard figé sur elle. L'image qui se présentait à lui n'avait rien de choquant, ni même de dérangeant. Et pourtant, tout en lui était ébranlé. L'exact opposé de ce qu'il montrait au monde. Cet homme de pouvoir, calculateur, méthodique, imperméable à la faiblesse. Mais là, dans ce tableau silencieux, quelque chose s'était fissuré. Il s'approcha à pas lents. Aucun bruit ne troubla sa marche. Il observa son visage détendu, la respiration calme qui soulevait son torse. Ses mains, abîmées par les heures passées à frotter, couper, laver, elles semblaient avoir glissé dans ce sommeil par pure nécessité, comme un corps qui ne peut plus lutter. Et lui, figé devant elle, ne savait pas exactement ce qu'il ressentait. Ce n'était ni colère ni pitié, peut-être de la reconnaissance, ou simplement une compréhension soudaine de ce que signifiait l'effort réel, celui qu'on n'affiche pas dans des bilans trimestriels. Sans dire un mot, il ôta le paletot en laine grise qu'il portait et, d'un geste mesuré, le déposa sur les épaules d'Élodie. Elle bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Il resta encore quelques secondes à l'observer, puis recula. Aucun mot ne fut prononcé, aucun appel ne fut lancé. Il quitta la pièce aussi discrètement qu'il était entré, refermant la porte derrière lui sans un bruit. Dans son esprit, une confusion nouvelle prenait forme. Dans les couloirs déserts, son pas reprit de l'assurance, mais ses pensées ne le suivaient plus. Quelque chose en lui avait changé, même s'il ne pouvait pas encore le nommer. Il monta à son bureau, laissa son téléphone de côté et se pencha sur un dossier en cours. Mais son regard restait flou, tourné ailleurs. Pendant ce temps, dans la cuisine silencieuse, Élodie dormait toujours. Elle se réchauffait sans le savoir, sous le vêtement de l'homme que tout le personnel craignait. Les minutes passèrent, lentes, épaisses. Puis, comme souvent, la fatigue glissa doucement vers un rêve confus, un mélange de souvenirs de village, d'odeurs de cuisine, de lumière dorée. Elle n'entendit pas les pas, elle ne vit rien. Quand elle se réveillerait, bien plus tard, ce serait déjà matin, et le paletot posé sur elle, inconnu, serait la première énigme d'un jour qui ne ressemblerait à aucun autre. Mais pour l'instant, la nuit régnait encore. Et dans l'immense demeure de verre et de pierre, un homme et une femme vivaient, à leur insu, le commencement discret d'une histoire que personne n'aurait pu prédire. Les premières lueurs du matin filtraient à travers les grandes baies vitrées de la cuisine lorsqu'Élodie ouvrit les yeux. D'abord confuse, elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. La lumière était douce, presque irréelle, et un poids inhabituel reposait sur ses épaules. Elle baissa les yeux et reconnut immédiatement la texture noble d'un tissu qui ne lui appartenait pas. Le paletot, d'un gris profond,
dégageait une légère odeur de bois de cèdre et de savon discret, une senteur trop raffinée pour provenir de quelqu'un du personnel. Elle se redressa brusquement, comme si le réveil tardif révélait soudain une faute grave. Son cœur battait fort. Elle scruta les alentours. La cuisine était vide, silencieuse, ordonnée. Aucun signe de trouble, aucun reproche inscrit sur un tableau, rien qui indiquait une sanction immédiate. Mais ce manteau, elle le plia délicatement et le posa sur une chaise, le regard fuyant. Une seule idée tournait dans sa tête. Quelqu'un l'avait trouvé là, endormi comme une enfant, au milieu de son lieu de travail, dans un manquement flagrant à son devoir. Et ce quelqu'un ne pouvait être qu'un supérieur. Peut-être le chef, peut-être même... Elle refusa d'achever cette pensée. Elle se leva, remit son tablier, se lava le visage à l'eau froide et reprit sa place dans la routine du matin avec une énergie fébrile, animée d'une inquiétude grandissante. Ce n'est que plus tard, après le premier service du petit déjeuner, que la nouvelle se répandit dans les couloirs comme une traînée de poudre. Tout avait commencé par une question posée à voix basse par une commis de cuisine. « Tu as vu ce qu'Élodie portait ce matin ? Ce n'était pas son manteau. » Puis ce fut le plongeur qui raconta en confidence avoir vu le patron sortir de la cuisine en pleine nuit. Et enfin la gouvernante, la bouche pincée, confirma que le manteau d'Alexandre Moreau avait disparu du porte-manteau du hall à minuit passé. Le personnel, d'abord sceptique, fut bientôt en ébullition. Les spéculations se multipliaient. Certains imaginaient un blâme déguisé, d'autres évoquaient un intérêt personnel, voire un geste stratégique. Mais personne n'arrivait à se convaincre d'une explication simple, car ce qui frappait tous ceux qui connaissaient le maître de maison, c'était l'absence totale de colère. Habituellement, une négligence comme celle d'Élodie aurait été sanctionnée sans appel. Un simple retard suffisait à écoper d'un avertissement, et là rien, pas un mot, pas un reproche. Lorsque le chef de cuisine entra dans son bureau pour la réunion du matin, il reçut un simple hochement de tête de la part d'Alexandre, sans allusion à l'événement de la veille. Cela ne fit qu'alimenter davantage le mystère, car si l'homme était réputé pour sa sévérité, il l'était encore plus pour sa constance. Il ne déviait jamais, jamais, jusqu'à maintenant. Élodie, de son côté, sentait les regards peser sur elle. Chaque passage dans un couloir, chaque entrée dans une pièce était désormais accompagné d'un murmure discret ou d'un silence soudain. On ne la traitait pas avec hostilité, mais elle percevait une distance nouvelle, comme si elle était devenue un objet de curiosité, un sujet d'étude. Elle n'en parlait à personne. Elle évitait les questions, faisait mine de ne rien comprendre, mais à l'intérieur, tout en elle bouillonnait de confusion. Le plus déroutant restait le comportement d'Alexandre. Depuis cette nuit-là, il semblait s'être imposé une présence discrète mais constante. Il passait désormais par la cuisine plus souvent que d'habitude, parfois pour demander un verre d'eau, parfois simplement pour observer les préparatifs. Il ne s'adressait pas directement à Élodie, mais ses yeux, eux, semblaient toujours chercher sa silhouette. Elle s'en rendait compte sans vouloir se l'avouer. Elle sentait son regard, même lorsqu'il n'était pas posé sur elle. Un jour, alors qu'elle s'affairait à couper des fines herbes près de l'évier, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et le vit, debout, immobile, le regard ancré dans le sien. Aucun mot ne fut échangé. Il se contenta d'incliner légèrement la tête, puis s'éloigna aussi rapidement qu'il était apparu. Ce geste infime aurait pu passer inaperçu. Mais dans le contexte, il prenait des proportions étranges. Et surtout, il ne ressemblait en rien à ce que les autres employés avaient l'habitude de voir. Ce silence prolongé, ces gestes ambigus, cette absence de réaction face à ce qui aurait pu être une faute grave, tout cela commençait à former un ensemble de plus en plus incompréhensible pour Élodie. Elle n'avait rien demandé. Elle voulait simplement travailler, mériter sa place, prouver qu'elle en était capable. Mais voilà que les choses prenaient une tournure imprévisible, où l'attention du patron devenait un fardeau plus qu'une chance. Elle aurait préféré une réprimande, une sanction, quelque chose de tangible à quoi se raccrocher. Mais ce qu'elle avait reçu, c'était le silence. Un silence chargé de signification mais dont elle ignorait tout. Et ce silence, plus que des mots durs ou des menaces, la faisait vaciller. La semaine qui suivit ce mystérieux matin devint un théâtre d'observations muettes, de regards croisés, de conversations interrompues dès qu'Élodie entrait dans une pièce. Ce qui avait commencé comme un simple incident nocturne, une assistante de cuisine assoupie,
un paletot posé sur elle, s'était transformé en un sujet obsessionnel pour tout le personnel de la demeure Moreau. Ce n'était pas tant l'événement lui-même qui fascinait, mais la réaction inhabituelle de celui que tous considéraient comme inébranlable, Alexandre Moreau. D'ordinaire, les histoires circulaient rapidement parmi les employés, mais elles finissaient par s'essouffler, remplacées par des anecdotes plus fraîches, des plaintes sur les horaires ou des commentaires sur les invités de passage. Cette fois, rien ne semblait se dissiper. Chaque jour apportait une nouvelle couche de spéculation, de suppositions, de soupçons. Certains pensaient qu'Élodie bénéficiait désormais d'un traitement de faveur. D'autres suggéraient qu'il s'agissait d'un simple caprice du patron, et quelques-uns, plus cyniques, la soupçonnaient de chercher à se faire remarquer. Élodie, elle, continuait à travailler avec la même rigueur, mais rien n'était plus comme avant. Elle ressentait dans chaque regard posé sur elle une forme de jugement ou d'interrogation. Même ceux qui lui adressaient encore la parole le faisaient avec une prudence nouvelle, comme si une ligne invisible s'était tracée entre elle et le reste de l'équipe. Elle ne pouvait ni ignorer ni comprendre ce qui était en train de se produire. Le silence d'Alexandre n'arrangeait rien. Il ne lui avait pas adressé un mot direct depuis cette nuit-là, et pourtant sa présence s'était faite plus fréquente, plus tangible, presque pesante. Tous les matins, il passait désormais dans les cuisines, parfois sous prétexte de prendre un café, parfois simplement pour jeter un œil aux préparatifs du jour. Il n'intervenait jamais, il ne critiquait rien. Il observait, et son regard revenait toujours à elle, brièvement, sans expression lisible. Un jour, elle le surprit en train de la regarder longuement pendant qu'elle disposait des assiettes sur un plateau. Il ne détourna pas les yeux tout de suite. Ce fut elle qui baissa le regard, le cœur soudain oppressé. Les conversations autour d'elle se faisaient plus discrètes, plus sournoises. On la saluait poliment, mais elle sentait les soupirs, les messes basses une fois qu'elle avait tourné le dos. Ce n'était pas une hostilité frontale, c'était pire, une forme d'isolement progressif, comme si sa seule existence représentait une anomalie dans le fonctionnement rigide et hiérarchisé de la maison. L'ordre établi était en train de se fissurer, et elle en était, malgré elle, le point de rupture. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les épices dans la réserve, elle surprit une conversation entre deux femmes de chambre. L'une disait à l'autre « Tu crois qu'il va la garder ?» Elle a dormi au travail et il lui met son manteau comme si c'était une princesse. L'autre répondit, moqueuse. Ou peut-être qu'elle lui rappelle quelqu'un. Va savoir, les hommes comme lui aiment se souvenir, pas aimer. Ces mots, chuchotés mais acérés, se plantèrent dans l'esprit d'Élodie comme des aiguilles invisibles. Ce soir-là, elle mit plus de temps à s'endormir. Allongée sur le matelas mince de sa petite chambre de service, elle fixait le plafond, tentant de faire le tri dans ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas demandé cette attention. Elle n'avait pas provoqué ce geste, mais elle ne pouvait ignorer la réalité. Elle était désormais au centre d'une dynamique étrange et instable, et Alexandre Moreau, sans prononcer un mot, avait bouleversé tous les équilibres par une seule action inattendue. Le lendemain, une nouvelle surprise l'attendait. Sur son plan de travail, entre une pile d'assiettes et un pot de persil frais, un petit papier avait été laissé. Elle le prit entre ses doigts, hésitante. C'était une simple feuille blanche, pliée en deux, sans signature. À l'intérieur, quelques mots tracés à l'encre noire. « Votre engagement ne passe pas inaperçu. » Aucune signature, mais elle reconnut l'écriture. Elle l'avait vue sur un document oublié un jour dans le bureau du chef. C'était celle d'Alexandre. Elle resta figée un instant, le billet en main. Ce n'était pas une déclaration ni une promesse, c'était une reconnaissance. Et dans un monde où personne ne disait jamais merci, ce message résonnait avec une puissance étrange. Il ne faisait qu'amplifier le mystère, mais il faisait aussi naître en elle une émotion nouvelle, la certitude qu'il la voyait, qu'il la comprenait peut-être un peu. Cependant, cette reconnaissance silencieuse ne suffisait pas à apaiser l'agitation dans les couloirs. Chaque jour, les gestes les plus banals devenaient objet d'interprétation. Si elle riait avec un collègue, certains y voyaient de la provocation. Si elle restait dans son coin, on l'accusait de se croire supérieure. Elle ne trouvait plus sa place. Même la cuisine, qu'elle avait appris à aimer malgré sa rudesse, commençait à lui paraître hostile. Et Alexandre continuait ses apparitions imprévues. Toujours silencieux, toujours mesuré. Mais ses regards, ses gestes contenus, ses présences furtives,
Tout cela formait un langage qu'elle ne savait pas encore déchiffrer. Un langage que, désormais, toute la maison semblait entendre et commenter, sauf lui et elle. Le papier aux mots soigneusement écrits était toujours dans la poche du tablier d'Élodie lorsqu'elle entama sa journée suivante. Elle l'avait lu et relu des dizaines de fois, chaque mot imprimé dans sa mémoire comme une énigme douce amère. Votre engagement ne passe pas inaperçu. Rien de plus, rien de moins. Pas de date, pas de signature, pas de promesse. Et pourtant, ce message, aussi simple soit-il, avait tout changé dans la manière dont elle percevait sa place dans cette maison. Mais il n'avait rien apaisé, au contraire, il avait ouvert un nouveau abîme de questions. Pourquoi Alexandre Moreau, connu pour son détachement presque clinique, avait-il soudain décidé de lui adresser un message aussi personnel, même s'il se voulait discret? Pourquoi multipliait-il les visites en cuisine, les silences appuyés, les regards volés? Pourquoi elle? Qu'avait-elle fait pour mériter une attention si déconcertante? Elle aurait préféré pouvoir se convaincre qu'il s'agissait simplement d'un geste de politesse, d'un élan de reconnaissance professionnelle. Mais rien dans l'attitude du patron ne semblait relever du simple geste formel. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'arrivait ni à nommer, ni à rejeter totalement. Alexandre, de son côté, poursuivait ce jeu muet de présences imprévisibles. Un matin, alors qu'elle s'occupait de dresser les plateaux du déjeuner, elle sentit à nouveau cette sensation familière, ce léger frisson dans la nuque, ce pressentiment de ne pas être seule. Elle se retourna et le trouva à quelques pas, tenant un mug entre les mains, vêtu de son éternel costume sombre. Il la regarda quelques secondes, puis dit simplement « Vous aimez la verveine, non ?» Elle hocha la tête, surprise, incapable de répondre immédiatement. Il déposa alors sur le plan de travail une petite boîte ornée d'un ruban. « C'est une infusion rare, je l'ai fait venir d'Auvergne. » Puis il tourna les talons et quitta la pièce sans un mot de plus. Le silence retomba, dense, troublant. Autour d'elle, les quelques employés présents échangèrent des regards lourds de signification. Personne n'osa commenter sur le moment, mais le message était clair. La relation entre le patron et Élodie n'était plus perçue comme simplement professionnelle. Ce petit geste, ce présent inattendu, suffisait à nourrir toutes les interprétations. Élodie, quant à elle, tenait la boîte entre ses mains tremblantes, partagée entre la gratitude sincère et une peur confuse. Rien dans sa vie ne l'avait préparée à gérer une situation aussi ambiguë. Les jours suivants furent encore plus déroutants. Alexandre n'était plus seulement une ombre dans les couloirs, il devenait une présence presque quotidienne. Il posait des questions anodines sur les menus, les fournisseurs ou même sur les goûts culinaires du personnel. Il lui demanda un jour ce qu'elle préférait cuisiner, et elle répondit timidement « Les soupes, je crois, parce que c'est simple et que ça réconforte. » Il avait souri, un sourire à peine visible mais sincère, puis avait ajouté « Alors il faudra que je goûte l'une de vos soupes un jour. » Et il s'en était allé, comme à son habitude, sans donner de suite. Mais c'est un autre geste, plus discret encore, qui marqua un nouveau tournant. Un matin, Élodie découvrit un carnet de cuisine sur son plan de travail. Un vieux grimoire de recettes, soigneusement relié, portant une étiquette manuscrite « Suggestions pour l'hiver ». À l'intérieur, des annotations à l'encre noire, des variantes de plats classiques, des astuces de chef et dans la marge parfois de petits commentaires, pensés à ajouter un peu de muscade, ou encore idées à tester avec Élodie. Elle resta longtemps immobile, le carnet ouvert entre ses mains, émue par l'attention invisible dont il témoignait. Pourtant, plus les gestes se multipliaient, plus le doute s'installait. Que cherchait-il vraiment? Était-ce une stratégie de management, une forme de manipulation douce, ou un intérêt personnel encore contenu mais croissant? Élodie refusait de croire à une arrière-pensée. Elle ne voulait pas se voir comme une distraction pour un homme puissant et seul. Elle voulait croire que ce qu'elle recevait était sincère, désintéressé. Mais le contexte, les murmures constants dans les couloirs et le comportement changeant de certains collègues rendaient cette confiance de plus en plus difficile. L'une des femmes de chambre qu'elle connaissait à peine lui dit un jour avec un ton mi-figue, mi-raisin « Faites attention, mademoiselle Martin. Les cadeaux, ça se paie toujours tôt ou tard. » Élodie ne répondit pas. Mais ces mots résonnèrent longtemps dans sa tête. Elle voulait rester digne. Elle voulait que tout ce qu'elle avait gagné soit le fruit de son travail, de son sérieux, de sa discrétion. Elle ne voulait pas être celle que l'on regarde avec suspicion,
celle dont on murmure le nom comme un secret mal placé. Et pourtant, malgré la confusion, malgré la peur de perdre tout ce qu'elle avait construit, elle ne pouvait ignorer que quelque chose, entre elle et Alexandre, commençait à exister. Invisible, silencieux, fragile, mais réel. Un lien ténu, fait de regards partagés, de gestes retenus, de silences pleins de sens. Elle n'aurait su dire s'il s'agissait d'un début ou d'un malentendu. Mais elle savait une chose, rien ne serait plus jamais comme avant. La journée avait commencé comme toutes les autres, avec l'odeur du pain chaud sortant du four, le bruit des casseroles que l'on dépose, les appels brefs du chef de cuisine et les pas rapides des commis s'activant dès l'aube. Pourtant, une tension flottait dans l'air. Une réception importante avait été annoncée plusieurs jours plus tôt, un dîner d'affaires à huis clos, où seraient conviés certains des plus grands investisseurs étrangers du groupe Moreau. Tout devait être parfait. La pression était palpable, les exigences multipliées. Et chose rare, le chef avait confié à Élodie la supervision d'un des pôles de préparation. Elle serait responsable de la coordination des entrées. Pour elle, c'était une preuve de confiance, mais aussi une montagne à gravir. Elle n'avait pas hésité une seconde. Elle avait révisé les fiches, noté les ingrédients, anticipé les enchaînements, vérifié chaque commande, organisé les équipes de son petit secteur avec une efficacité méthodique. À mesure que les heures passaient, le stress se lisait sur les visages, mais Élodie gardait son calme. Elle avait trouvé dans l'exigence de la tâche un moyen de se concentrer, d'oublier les regards, les murmures, les gestes récents d'Alexandre qui continuaient de la troubler. Aux alentours de 5 heures de l'après-midi, tout était en place. Les réserves pleines, les produits frais lavés, épluchés, pesés, les sauces en préparation, les assiettes dressées à blanc pour les essais. Le service était prévu pour 8 heures du soir, mais dès 17 heures, toute la brigade était sur le pied de guerre. La tension était à son comble. Et puis, soudain, tout s'est arrêté. Un appel. D'abord chuchoté, puis confirmé. Le dîner était annulé. Élodie, qui se penchait à ce moment-là sur une réduction de légumes, releva la tête, incrédule. Le chef entra en trombe dans la cuisine, son téléphone à la main, le visage fermé. Stoppez tout, le dîner ne se fera pas. Les mots tombèrent comme une lame. Un silence glacial s'installa. Personne ne comprenait. Annuler un événement de cette envergure, à la dernière minute, relevait de l'exceptionnel. Le genre de décision que seul Alexandre Moreau pouvait prendre. Les réactions furent variées. Surprise, déception, colère chez certains. Pour Élodie, ce fut d'abord un vide. Tout ce qu'elle avait préparé, organisé, supervisé, tombait à l'eau sans explication. Elle tenta de comprendre, interrogea brièvement un collègue puis un autre, mais personne n'en savait plus. Le chef, tendu, ne disait rien. Il tapait sur son téléphone, passait des appels, répondait à d'autres. Elle eut un moment de vertige, puis se força à ranger, à trier ce qui pouvait être conservé, à nettoyer le poste. Ce ne fut qu'en fin de soirée que la vérité commença à émerger. Ce fut une gouvernante qui, en toute discrétion, lui souffla ce que tout le monde allait bientôt apprendre. Alexandre avait annulé le dîner dès qu'il avait été informé qu'Élodie avait perdu connaissance brièvement pendant une vérification des chambres froides. Elle ne s'en souvenait presque pas. Un court moment de faiblesse, une sensation de vide, puis le noir. Elle avait repris ses esprits seule, s'était relevée, avait repris le travail sans alerter personne, par fierté autant que par habitude. Elle pensait que ce n'était rien. Apparemment, quelqu'un avait tout de même rapporté l'incident. Ce fut un choc. Elle n'avait jamais pensé que cela remonterait jusqu'à Alexandre, encore moins qu'il en tirerait une décision aussi radicale. Annuler un dîner d'affaires de cette importance pour elle, cela lui semblait irréel. Et pourtant, c'était la seule explication que l'on pouvait donner à cette décision soudaine, puisque tout le reste, logistique et organisationnel, était parfaitement en ordre. Le lendemain, les rumeurs étaient partout. Il l'a fait pour elle, disaient certains. C'est évident. Elle a une influence sur lui qu'on ne comprend pas. C'est plus qu'un caprice, c'est personnel. Même ceux qui l'avaient soutenu jusque-là commençaient à s'interroger. Élodie, malgré sa volonté de rester discrète, sentait la pression monter. Chaque geste devenait sujet à interprétation. Chaque parole pesait comme un indice potentiel. On ne lui disait plus bonjour de la même manière. On ne lui posait plus de questions. Elle était devenue, en une nuit,
le centre d'un récit qu'elle n'avait ni demandé ni choisi. Elle tenta de confronter Alexandre, mais il était toujours absent, toujours en réunion ou en déplacement. Lorsqu'elle le croisait, il la saluait d'un signe de tête, sans jamais évoquer l'incident. Et cela ne faisait qu'amplifier son trouble. Elle avait besoin de comprendre. Pourquoi avait-il fait cela? Qu'espérait-il prouver? Elle ne pouvait pas croire qu'il agissait par simple bienveillance. Il y avait quelque chose d'autre, enfoui, que lui-même semblait éviter. Un soir, alors qu'elle rangeait les derniers plateaux dans la réserve, elle trouva un autre petit mot glissé entre deux cahiers de commande. Une écriture familière, toujours la même sobriété. La santé est plus précieuse que les affaires. Ne l'oubliez jamais. Aucun nom. Mais elle savait d'où cela venait. Elle ferma les yeux quelques secondes, émue, mais aussi perdue. Ce geste, comme tous les précédents, la touchait et la désarmait. Et malgré elle, quelque chose en elle changeait. Une porte s'entr'ouvrait, là où il n'y avait jamais eu que prudence et devoir. Mais ce qu'elle entrevoyait au-delà la terrifiait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Élodie savait que repousser cette conversation plus longtemps ne ferait que l'éroder de l'intérieur. Elle y pensait jour et nuit, entre deux tâches, entre deux respirations, incapable de se défaire de cette sensation de déséquilibre qui l'envahissait depuis l'annulation du dîner. Tout en elle criait qu'il fallait mettre des mots sur ce qui était en train de se passer, mais à chaque fois qu'elle croisait le regard d'Alexandre, quelque chose en elle se refermait. Une retenue instinctive, une peur d'entendre une vérité qui pourrait tout remettre en cause. Mais un soir, alors que le ciel parisien se teintait d'un gris uniforme, elle décida que le moment était venu. Il était 20 heures passées. La cuisine venait d'être nettoyée, les derniers employés quittaient les lieux en silence. Elle savait, par habitude, qu'Alexandre se rendait souvent à la bibliothèque à cette heure-là, un espace qu'il semblait fréquenter en solitaire, comme pour s'extraire du tumulte de ses responsabilités. Elle traversa les couloirs avec une détermination calme, ses pas résonnant faiblement sur les dalles de pierre. Elle poussa la porte de la bibliothèque sans frapper. Alexandre était là, debout près d'une étagère, feuilletant un volume relié de cuir. Il leva les yeux, surpris, mais ne sembla pas mécontent de la voir. Il referma le livre sans un mot et attendit. Élodie s'approcha, les mains jointes, le cœur battant. « Pourquoi vous avez fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, presque brusque. « Pourquoi annuler ce dîner à cause de moi? Pourquoi ces gestes, ces mots laissés ici et là sans explication ?» Alexandre resta silencieux un instant, puis reposa le livre sur l'étagère. « Parce que vous vous êtes effondrée, Élodie, » dit-il doucement. « Et personne ne s'en est rendu compte, sauf moi. Ce n'était pas seulement de l'épuisement, c'était un cri silencieux. Je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était. » Elle le regarda fixement, troublée. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe, ni aussi personnelle. « Mais vous ne me connaissez pas, » répliqua-t-elle, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous ne savez rien de moi. Je suis juste une employée dans votre maison. Alors pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Il esquissa un sourire triste. « Parce que vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu, quelqu'un qui, comme vous, ne comptait jamais ses heures, qui donnait tout sans jamais rien demander en retour. Et un jour j'ai cessé de la voir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Le silence retomba, épais, chargé. Élodie ne savait que répondre. Cette révélation, inattendue, venait bousculer toutes ses hypothèses. Il ne s'agissait donc pas d'un caprice, ni d'une attention floue. Il y avait un passé, une douleur, une mémoire derrière ces gestes. « Et vous pensez que je peux réparer quelque chose que vous avez perdu ?» demanda-t-elle, la voix plus douce. « Je ne suis pas cette personne, Alexandre. Je suis Élodie Martin, fille d'une couturière, venue ici pour gagner honnêtement ma vie. Je ne veux pas d'un rôle qu'on m'impose parce que je ressemble à un souvenir. » Il s'approcha lentement, sans brusquerie. « Je ne vous demande pas de remplacer qui que ce soit. Je vous demande juste de ne pas vous effacer. Ce que vous êtes, ce que vous faites ici, mérite d'être vu, reconnu, protégé. C'est tout. » Ces mots n'étaient ni séduisants ni manipulateurs. Ils semblaient vrais. D'une vérité nue, sans fioriture. Et c'était précisément ce qui les rendait si déroutants. Élodie inspira lentement. Elle comprenait mieux désormais l'origine de ses gestes. Mais cela ne dissipait pas les tensions. Cela ne changeait pas la réalité de leur différence. Il était un homme de pouvoir, influent, habitué à ce que le monde se plie à ses décisions. Elle était une jeune femme du peuple, habituée à se battre pour chaque centimètre conquis. Entre eux, il y avait un monde.
2 peut-être. Et cette conversation ne suffisait pas à combler l'abîme. « Vous croyez peut-être que tout peut s'arranger avec des mots, dit-elle enfin, les bras croisés. Mais vous ne vivez pas dans mon univers. Dans le mien, un geste de trop de votre part, et je deviens une cible. Un mot de trop et je perds le peu que j'ai. » Il hocha lentement la tête. « Je sais, et je n'en dirai pas plus, si vous ne le voulez pas. Mais sachez que vous avez changé quelque chose, ici. » Il posa la main sur sa poitrine, sans théâtralité. « Et ce changement, je ne le regrette pas. » Elle ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire. Le moment n'appelait ni à une décision, ni à un verdict. C'était un carrefour, une bifurcation imprévue dans leurs trajectoires respectives. Elle quitta la bibliothèque sans un mot, le cœur agité, l'esprit secoué. Derrière elle, Alexandre resta seul, plongé dans la pénombre des rayonnages, les mains dans les poches, le regard perdu dans un point invisible. Ce soir-là, ni l'un ni l'autre ne trouva le sommeil. L'un pensait à ce qu'il venait de dévoiler, l'autre à ce qu'elle venait de comprendre. 2 solitudes s'étaient frôlées, 2 mondes s'étaient parlé sans se heurter, mais ce n'était qu'un début. Le temps qui suivit leur échange dans la bibliothèque fut étrange, suspendu entre 2 états. Ni hostilité, ni proximité franche. Alexandre avait tenu parole. Il n'insistait plus, ne laissait plus de billets, n'apparaissait plus dans la cuisine sans raison. Mais son absence était presque aussi pesante que sa présence. Élodie, de son côté, reprenait sa routine avec rigueur. Mais quelque chose en elle avait changé. Ce qu'elle savait maintenant sur lui, cette blessure ancienne, ce regard posé sur elle non comme un désir, mais comme une réminiscence, avait assoupli ses certitudes. Elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait pour elle, mais elle ne le rejetait plus aussi instinctivement. C'est dans ce climat de silence reconstruit qu'un matin, un courrier inhabituel lui fut remis. Ce n'était pas une enveloppe officielle, ni un mot anonyme. C'était une invitation manuscrite adressée à son nom. Quelques phrases simples. « Je dois me rendre à la tour Moreau demain matin pour une visite des départements internes. Si cela vous convient, j'aimerais que vous m'accompagniez, sans obligation. Alexandre. » Elle lut ces lignes plusieurs fois, la gorge sèche. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas une faveur, c'était une proposition, une main tendue. Elle hésita longtemps. Elle se demandait pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi la sortir de l'univers où elle commençait à peine à s'affirmer. Elle passa la nuit à y penser, à peser les conséquences. Et au petit matin, sans vraiment savoir pourquoi, elle enfila sa tenue la plus sobre et descendit à l'heure dite dans le hall de la maison. Alexandre l'attendait, vêtu d'un manteau noir impeccable, son expression neutre, presque distante. Il ne fit aucun commentaire. Il ouvrit simplement la portière de la voiture, la laissa entrer et s'installa à son tour sans un mot. Le trajet jusqu'à la tour Moreau, dans le quartier d'affaires de la Défense, se fit en silence. Paris s'étendait sous un ciel pâle, et les grands bâtiments vitrés semblaient glisser le long des vitres teintées de la voiture. Élodie regardait tout, fascinée malgré elle. Elle n'avait jamais mis les pieds dans cet univers. À ses yeux, ces lieux n'existaient que dans les journaux ou sur les écrans. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, un employé les accueillit immédiatement et les guida jusqu'à un ascenseur privatif. En haut, un étage entier consacré à la direction du groupe. Un espace où la lumière semblait ne jamais se briser, où tout était calme, design, fluide. Alexandre la guida lui-même à travers les couloirs, lui présentant certains membres de l'équipe sans forcer les présentations. Elle sentit les regards étonnés, parfois curieux, parfois hostiles. Une jeune femme en blouse blanche, manifestement étrangère à ce décor. Mais Alexandre ne semblait pas s'en préoccuper. Il avançait, parlait peu, mais chaque fois qu'il s'arrêtait pour expliquer quelque chose, il s'adressait à elle, non comme à une invitée, mais comme à une égale. Ils s'arrêtèrent finalement dans une salle vitrée, vide. Il s'y trouvait un tableau interactif, affichant des données techniques, des graphiques, des plans de projet. Alexandre s'approcha d'un fauteuil, l'invita à s'asseoir. « Je ne voulais pas vous impressionner, » dit-il calmement. « Je voulais vous montrer d'où je viens. Pas ce que je suis devenu, mais ce que j'ai dû traverser pour y arriver. » Élodie resta silencieuse, attentive. Elle sentait qu'il allait parler de lui, non par vanité, mais par besoin. « J'ai grandi dans un quartier difficile, » reprit-il. « Ma mère faisait des ménages, mon père nous a quittés tôt. J'ai travaillé dès l'adolescence. Je révisais mes cours dans des couloirs d'usine. Je dormais sur des bancs de gare pendant mes stages.
Ce que vous vivez, je le reconnais. Ce que vous êtes, je le comprends. » Elle baissa les yeux, touchée. Elle ne s'attendait pas à une telle confession. Pas ici, pas aujourd'hui. Mais moi, je me suis coupé de tout ça en montant. J'ai tiré un rideau entre ce passé et ce que je suis devenu, jusqu'à ce que vous arriviez. Il la regarda droit dans les yeux, pas avec de la pitié, avec une forme d'admiration retenue. Votre présence m'a rappelé ce que j'avais oublié, la détermination nue, sans ambition calculée. La foi dans le travail. Vous êtes un miroir que je n'ai pas demandé mais dont j'avais besoin. Élodie se leva lentement. Elle marchait le long de la baie vitrée, regardant Paris en contrebas. Et moi, je ne suis qu'une fille qui essaye de survivre dans un monde qui ne lui a jamais fait de cadeau, dit-elle enfin. Vous me montrez tout ça, mais vous avez déjà franchi la rivière. Moi, je suis encore sur l'autre rive. Il s'approcha d'elle, mais garda une distance prudente. Alors laissez-moi au moins vous construire un pont, dit-il doucement. Elle ne répondit pas, mais dans son regard brillait une lumière nouvelle, une compréhension muette, un début d'acceptation. Ce jour-là, Élodie ne sut pas exactement ce qu'elle ressentait, mais elle savait qu'une autre page venait de s'ouvrir, une page qu'elle n'avait jamais imaginé écrire. Le vent de fin d'automne soufflait doucement contre les vitres de la grande maison. Les arbres du jardin avaient déjà perdu la moitié de leurs feuilles, formant un tapis brunâtre qui couvrait les allées de pierre. Dans la demeure Moreau, l'activité semblait plus retenue, presque suspendue, comme si quelque chose de profond avait changé de place, déplacé subtilement les lignes de l'habitude. Élodie le ressentait à chaque pas, dans chaque regard qu'on lui adressait désormais avec une prudence mêlée de respect ou de curiosité. Depuis cette visite à la tour Moreau, elle n'était plus tout à fait une employée parmi les autres, et bien qu'elle continue d'agir avec discrétion, elle ne pouvait nier que sa perception du lieu, des gens, et surtout d'Alexandre, avait été bouleversée. Ce fut un samedi après-midi qu'on lui confia une tâche particulière. La bibliothèque de la maison devait être rangée, ses étagères dépoussiérées, ses volumes triés après plusieurs mois de négligence. Le chef de maison, habituellement inflexible sur les tâches assignées, l'avait choisi sans explication. Certains murmuraient que ce n'était qu'un prétexte pour l'éloigner un temps de la cuisine, d'autres disaient que c'était une marque de confiance rare. Quoi qu'il en soit, Élodie accepta sans poser de questions. Elle avait appris à ne pas chercher de sens immédiat dans chaque décision. La pièce était vaste, baignée d'une lumière douce, filtrée par d'épaisses tentures. Les meubles en bois sombre, les tapis anciens, les globes terrestres, tout respirait une atmosphère de savoir ancien, de silence accumulé. Les livres, classés par genre et par époque, occupaient chaque mur. Certains étaient si anciens que leur reliure semblait menacée de se briser au moindre mouvement. Élodie mit des gants fins, un masque en tissu contre la poussière, et commença son travail avec méthode. À mesure qu'elle avançait, elle découvrait des titres oubliés, des annotations en marge, des ex-libris marqués au nom d'Alexandre ou de son père. Mais ce fut derrière une pile instable de journaux pliés, au fond d'un tiroir mal fermé, qu'elle tomba sur une série d'enveloppes jaunies par le temps. Elles étaient rangées dans un carnet de croquis, sans ordre apparent, mais toutes adressées à la même personne, Lucille. Le nom était écrit à la main, avec une élégance discrète. Certaines lettres étaient scellées, d'autres ouvertes, comme relues à plusieurs reprises. Élodie hésita. Elle n'avait pas le droit de lire ce qui ne lui était pas destiné. Mais en feuilletant sans vraiment chercher, elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle qu'elle avait vue sur les billets laissés pour elle, celle d'Alexandre. Sa respiration se fit plus lente. Elle n'ouvrit que l'une des lettres, celle dont le papier semblait le plus fragile. Les mots qu'elle découvrit étaient empreints d'une sincérité brute, presque douloureuse. Il y était question de solitude, de culpabilité, de choix impossibles. Alexandre écrivait à Lucille comme on écrit à un fantôme qui ne répondra jamais. Il parlait d'un amour perdu, d'un adieu trop tardif, d'une promesse non tenue. Il écrivait comme s'il cherchait à réparer par les mots ce qu'il n'avait pas su préserver dans la réalité. Je continue à marcher dans ces couloirs comme si tu allais surgir, un livre à la main, le regard amusé. Mais tu n'es nulle part. Et pourtant, tout me parle encore de toi. Je n'ai jamais su te dire à quel point ta force m'impressionnait. J'étais trop fier, trop aveugle. Aujourd'hui, je vois tout, mais il n'y a plus personne pour écouter. Élodie referma doucement la lettre. Elle ne lut pas les autres. Ce qu'elle avait lu suffisait à éclairer un pan entier du mystère.
Elle comprenait désormais que ce n'était pas elle qu'Alexandre cherchait à atteindre dans ses gestes, mais une part de lui qu'il croyait perdue. En elle, il avait reconnu un éclat de cette Lucille, une silhouette de passé non résolu, et s'il s'était rapproché, ce n'était pas pour combler un vide sentimental, mais pour apaiser une mémoire brûlante. Elle resta longtemps assise dans un coin de la pièce, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Elle n'était pas blessée. Ce qu'elle ressentait était plus complexe. Ce n'était ni de la déception, ni de la colère, plutôt une forme de tristesse pour lui, pour cette douleur qu'il portait seul depuis si longtemps, une douleur qu'il n'avait jamais confiée à personne et qu'il n'avait pas su enterrer. Lorsqu'Alexandre entra dans la bibliothèque en fin de journée, il la trouva encore là, debout devant les étagères, un livre dans une main, l'autre posé sur la rambarde de bois. Il s'arrêta, la contempla en silence. Il comprit immédiatement qu'elle avait trouvé les lettres. Il ne posa pas de questions. Elle non plus ne dit rien. Mais dans leur silence, il y avait une forme de reconnaissance, une acceptation. Il ne se devait plus d'explications. Elle savait. Il savait qu'elle savait. Et cela suffisait. Elle quitta la pièce peu après, sans un mot. Mais en refermant la porte derrière elle, elle emportait quelque chose de plus précieux que des secrets, une vérité humaine, fragile, désarmante. Ce qu'il avait vu en elle n'était pas une illusion, c'était une réminiscence. Et même si elle n'était pas Lucille, même si elle ne voulait pas en être le reflet, elle comprenait maintenant que certaines rencontres ne sont pas des coïncidences, mais des points de passage, des ponts entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Depuis sa découverte dans la bibliothèque, Élodie n'était plus tout à fait la même. Ce qu'elle avait lu, ou plutôt ce qu'elle avait compris au travers des mots silencieux d'Alexandre à Lucille, l'avait profondément ébranlée. Elle avait entrevu un homme dont le pouvoir n'était qu'une façade, un homme rongé par des regrets anciens, enfermé dans une solitude qu'il nourrissait par habitude autant que par peur. Elle ne savait pas ce que cela changeait pour elle, mais elle savait que cela changeait tout. Elle tenta de reprendre son rythme de travail, de se fondre à nouveau dans l'anonymat laborieux de la cuisine, mais c'était illusoire. Les autres employés avaient cessé de parler dans son dos, mais le silence était désormais plus pesant encore que les rumeurs. Elle sentait qu'elle n'appartenait plus vraiment à cet espace, ni à cette hiérarchie tacite qui faisait tourner la maison. Non pas qu'on la rejetait, mais elle flottait, suspendue entre deux mondes. Plus une simple employée, pas encore autre chose. Et cette incertitude la consumait. Ce fut dans cet état d'esprit que l'inattendu survint. Un matin, le chef de cuisine la fit appeler. Élodie, étonnée, essuya ses mains sur son tablier avant de se présenter dans son bureau exigu. Il la salua d'un geste bref, puis lui tendit une enveloppe cachetée. « C'est pour vous. » Remise en main propre, du bureau d'Alexandre Moreau. Elle prit le papier avec précaution, le cœur serré. Elle attendit d'être seule pour l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre courte, formelle mais claire, une proposition. Alexandre l'invitait à rejoindre le siège de son entreprise en tant qu'assistante personnelle. Un poste officiel, avec contrat, avantages, perspective. Il soulignait que cette proposition n'était pas liée à leur relation informelle, mais à son sens de l'organisation, à sa discrétion, à sa capacité à faire face aux imprévus avec sang-froid. Il écrivait en conclusion « Vous n'êtes pas défini par la cuisine. Ce que vous avez montré ici peut s'exprimer ailleurs, si vous en avez le désir. » Élodie relut la lettre plusieurs fois. Elle sentit une multitude de choses se bousculer en elle. D'abord, une reconnaissance sincère. Être remarquée pour ses qualités dans un lieu où elle s'était sentie invisible si longtemps était une victoire en soi. Mais aussitôt, d'autres pensées s'imposèrent. Quitter la cuisine, c'était tourner le dos à l'espace où elle avait reconstruit sa dignité. C'était aussi affronter un monde qu'elle ne connaissait pas, fait de costumes, de réunions, de décisions lourdes, de regards différents. Elle en parla à personne. Pendant 3 jours, elle garda le secret, espérant qu'une évidence surgirait. Mais il n'y avait pas de réponse facile. D'un côté, la possibilité d'un avenir différent, moins précaire, plus valorisé. De l'autre, le confort rude mais familier de la cuisine, cette sécurité dans l'effort physique, cette reconnaissance acquise à la force du poignet. Ce fut lors d'une promenade tardive dans le jardin de la maison qu'elle croisa Alexandre. Il se tenait près d'un arbre dénudé, les mains dans les poches, comme s'il l'attendait sans savoir s'il la verrait. Lorsqu'elle s'approcha, il ne bougea pas. Elle s'arrêta à quelques pas. « J'ai lu votre proposition »,
dit-elle simplement. Et, répondit-il sans hâte, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si je mérite cette place. Et je ne sais pas si c'est vous qui la proposez, ou votre besoin de réparer quelque chose. Il la regarda longtemps. Je comprends la question, mais cette décision, Élodie, ne doit pas être un geste envers moi. Elle doit être pour vous. Ce que vous décidez dira qui vous voulez devenir, pas ce que vous fuyez. Elle hocha lentement la tête. Il ne la pressait pas. Il ne promettait rien d'autre que ce qui était déjà écrit. Il attendait simplement sa vérité. Cette nuit-là, elle dormit peu. Elle pensa à sa mère, au jour de marcher sous la pluie, à son grand-père allongé sur un vieux matelas, au silence des soirs sans chauffage. Elle pensa aussi à cette fille qui avait quitté son village sans promesse, seulement avec l'intuition qu'il y avait plus à vivre, ailleurs. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau du chef de maison, une copie de la lettre dans la main. Elle annonça calmement sa décision. Elle acceptait la proposition. Elle quitterait la cuisine à la fin de la semaine pour entamer un nouveau chapitre. Ce ne fut pas sans douleur. Le chef la félicita à demi-mot, certains collègues l'évitèrent, d'autres la prirent dans leurs bras en silence. Elle ne dit pas au revoir comme on quitte un lieu, mais comme on ferme une porte dont on se souviendra toujours. En fin de journée, elle croisa à nouveau Alexandre. Il ne dit rien. Il sourit simplement. Et dans ce sourire, il y avait de la fierté. Pas pour lui, pour elle. Le premier jour d'Élodie à la Tour Moreau débuta sous un ciel gris-perle, typiquement parisien. La lumière pâle du matin glissait le long des façades vitrées des tours du quartier de la Défense, jetant des reflets mouvants sur les trottoirs de granit. Elle s'était levée tôt, comme toujours, mais cette fois, l'uniforme de cuisine avait laissé place à une tenue sobre et professionnelle, choisie avec soin la veille. Son cœur battait fort, pas de peur mais de conscience. Elle s'apprêtait à entrer dans un monde où les regards pesaient autrement, où chaque mot prononcé pouvait avoir une résonance inattendue. Elle fut accueillie par un assistant de direction qui lui remit un badge, un agenda de la semaine et un accès restreint aux espaces de direction. Tout était organisé, précis, presque impersonnel. Mais malgré la froideur des procédures, elle sentait déjà que l'ambiance différait de celle de la cuisine. Ici, personne ne parlait sans réfléchir. Ici, chaque silence était une stratégie. Durant les premières heures, elle fut présentée à plusieurs cadres, affectés à un petit bureau près de l'étage exécutif. Sa fonction officielle était celle d'assistante de coordination, mais en vérité, elle comprenait vite qu'on testait ses capacités à s'adapter, à comprendre les flux internes de l'entreprise, à décrypter les humeurs de ceux qui prenaient les décisions. Alexandre, fidèle à ce qu'il avait promis, ne s'imposa pas. Il passa la voir une seule fois ce jour-là, en fin de matinée, simplement pour lui dire « Tout va bien se passer, n'hésitez pas à observer avant d'agir ». Elle avait hoché la tête, absorbée déjà dans l'écoute attentive de tout ce qui l'entourait. Les jours suivants furent intenses. Elle assista à plusieurs réunions, prit des notes, participa à la logistique de petits événements internes. Son efficacité silencieuse, son sens du détail, sa discrétion furent vite remarqués. Mais avec ses qualités reconnues, vinrent aussi les regards. Certains employés, surtout dans les échelons intermédiaires, semblaient irrités par sa présence. Elle comprenait sans qu'on lui dise que sa proximité avec Alexandre alimentait toutes sortes de spéculations. On l'observait, on la jaugeait. Son passé en cuisine, loin de disparaître, revenait comme un écho mal perçu dans ces couloirs lisses où l'ascension sociale suscitait souvent plus de scepticisme que d'admiration. C'est dans ce climat tendu qu'eut lieu la grande réunion annuelle de l'entreprise. Une tradition dans le groupe Moreau, une journée entière dédiée à la stratégie, suivie d'un moment plus détendu, une sorte de cocktail dînatoire où tous les départements étaient conviés, du service de nettoyage au cadre supérieur. L'événement se tenait dans un auditorium loué pour l'occasion. Élodie devait, selon son rôle, aider à la coordination logistique. Rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Lorsque l'événement commença, Alexandre monta sur scène pour prononcer le discours d'ouverture. Comme à son habitude, il était concis, direct, structuré. Il parla des défis de l'année, des résultats, de l'avenir. Mais à la fin, il marqua une pause. Et ce qu'il fit alors surprit chaque personne présente. « Avant de conclure, dit-il en regardant l'assemblée d'un air posé, je souhaite évoquer quelque chose de personnel, mais qui concerne chacun d'entre vous. » Le silence fut immédiat. Il y a quelques mois, dans ma maison, une jeune femme que je ne connaissais pas encore est tombée d'épuisement.
Elle travaillait en silence, sans se plaindre, invisible pour la plupart, y compris pour moi. Ce jour-là, j'ai compris que notre entreprise, malgré sa réussite, pouvait aussi oublier ceux qui la font vivre dans l'ombre. Les visages se tournaient, intrigués. Alexandre poursuivit. « Cette femme est ici aujourd'hui. Elle s'appelle Élodie Martin. Elle est passée de la cuisine de ma maison à un poste dans notre tour, non par faveur mais par mérite, parce qu'elle incarne ce que nous devons défendre, la ténacité, l'humilité, la volonté de progresser. Elle m'a rappelé que la grandeur ne commence pas toujours dans les diplômes ou les titres, mais dans les gestes quotidiens que personne ne voit. » Un murmure traversa l'auditorium. Élodie, assise à l'arrière, sentit tous les regards converger vers elle. Son visage se réchauffa, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle se tenait droite, digne, même si tout en elle vibrait d'émotion et de gêne. Alexandre termina. « Je voulais que vous sachiez que si nous voulons construire un avenir solide, cela commence par voir ceux que nous ignorions hier. À Élodie et à tous ceux qui, comme elle, avancent sans bruit, merci. » Les applaudissements commencèrent timidement, puis s'amplifièrent. Elle ne savait pas où regarder. Une partie d'elle était émue aux larmes. Une autre redoutait les conséquences de ce geste public, car elle savait déjà ce que cela provoquerait. La reconnaissance, certes, mais aussi l'isolement. L'admiration, mais aussi les jalousies. Et ce fut exactement ce qui se produisit dans les jours suivants. Certains collègues la félicitèrent chaleureusement, sincèrement. D'autres la saluèrent à peine, les regards fuyants ou méprisants. Elle comprenait. Personne n'aime voir les règles changées en direct. Son ascension, aussi méritée soit-elle, dérangeait l'ordre établi. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas triché. Elle n'avait rien demandé. Elle avait seulement fait ce qu'elle savait faire, travailler. Et maintenant qu'on la voyait enfin, elle devait continuer, prouver chaque jour qu'elle méritait cette lumière. Non pour elle, mais pour ceux qui, comme elle autrefois, travaillaient dans l'ombre. L'effet du discours d'Alexandre ne s'atténua pas rapidement. Pendant plusieurs semaines, il continuait de produire ses répercussions dans les couloirs de l'entreprise, comme une onde que l'on ne peut ni ignorer ni arrêter. Ce qui avait été un simple geste d'hommage, prononcé avec sincérité, s'était transformé, aux yeux de certains, en un signal politique, en une redistribution implicite des cartes. Élodie, bien malgré elle, devint un symbole, et peu de choses sont plus pesantes à porter que l'image qu'on projette malgré soi. Elle le comprit dès le lundi suivant, lorsque certains responsables hiérarchiques, jusque-là distants mais cordiaux, adoptèrent un ton plus sec, des remarques à peine voilées sur son parcours, des allusions sur les privilèges de ceux qui plaisent à la direction, des sourires tendus dans les réunions. Elle comprenait ce qui se jouait, elle l'avait vu dans la cuisine autrefois, lorsqu'une serveuse recevait une simple reconnaissance publique. Dans tout lieu hiérarchisé, la faveur même méritée dérange. Elle crée du déséquilibre, réveille les insécurités, fissure les routines installées. Pour ne pas se laisser engloutir par ces tensions, Élodie adopta une stratégie simple. Le silence et l'efficacité. Elle arrivait tôt, partait tard, accomplissait ses tâches avec un soin méticuleux, évitant les bavardages, les alliances, les conflits. Mais ce choix de discrétion ne la protégeait pas de tout. Certaines réunions étaient organisées sans qu'elle en soit informée. Certains projets auxquels elle devait participer lui échappaient subitement. Elle n'en parla pas à Alexandre. Elle savait qu'il avait d'autres responsabilités et elle refusait d'être vue comme celle qui montait se plaindre dès la moindre contrariété. Elle voulait gagner sa place, mais seule, par sa propre force. Ce fut un incident, cependant, qui brisa le fragile équilibre qu'elle tentait de maintenir. Un après-midi, alors qu'elle préparait un dossier stratégique en vue d'une réunion du comité d'innovation, elle découvrit qu'une partie de ses notes avait été supprimée d'un tableau collaboratif par une cadre intermédiaire. Non seulement ses apports n'étaient plus là, mais ils avaient été remplacés par des données erronées. Lorsque la réunion débuta, Élodie, confrontée aux incohérences, fut prise de court. Elle tenta de rectifier calmement, mais l'embarras était visible. Après la séance, elle fut convoquée par Alexandre. Elle entra dans son bureau les épaules droites mais la gorge nouée. Il lui demanda d'expliquer ce qui s'était passé. Elle raconta les faits sans dramatiser. Il écouta sans l'interrompre, puis la fixa longuement. « Vous ne pouvez pas tout encaisser sans rien dire, Élodie, » déclara-t-il d'un ton calme mais ferme. « Ce n'est pas de la faiblesse que de dénoncer une injustice. Ce n'est pas perdre sa dignité que de se défendre. »
Elle baissa les yeux un instant, puis répondit « Je ne voulais pas que vous pensiez que je m'accroche à vous pour avancer. Je veux que mon travail parle pour moi. Et c'est justement pour ça que vous méritez d'être entendu, répondit-il. Votre silence vous protège, mais il vous isole aussi. Et ici, l'isolement est une forme d'échec. » Il lui proposa alors de prendre la tête d'un petit groupe de réflexion sur les conditions de travail au sein de l'entreprise. Une sorte de cellule transversale, mêlant différents niveaux de l'organigramme, chargée d'analyser les blocages internes et de proposer des réformes. Ce n'était pas une promotion officielle, mais une mission d'influence réelle. Un espace où elle pourrait à la fois exprimer sa vision et démontrer ses compétences sans devoir passer par les circuits habituels. Élodie hésita, puis accepta. Elle comprit vite que cette mission allait devenir bien plus qu'un simple poste temporaire. Ce fut un travail de terrain, d'écoute, de patience. Elle visita les différents départements, rencontra les employés les moins visibles, nota les frustrations, les incompréhensions, les besoins ignorés. Elle ne parlait pas de théorie, mais d'expérience. Et ce langage, chez ceux qui n'avaient jamais eu la parole, trouva un écho sincère. Peu à peu, sa position changea. Certains collègues, d'abord méfiants, commencèrent à l'accepter, à lui parler, à lui confier leurs propres doutes. Elle comprit que la confiance ne se décrétait pas, elle se gagnait. Pas à pas, sans fioriture, par la constance, la clarté, le respect. Mais tout progrès a son prix. Dans ce nouveau rôle, elle dut renoncer à certaines habitudes. Moins de solitude, plus d'exposition. Moins de temps pour elle, plus de confrontation. Elle perdit des certitudes, gagna des cicatrices. Elle fit face à des critiques injustes, mais aussi à des reconnaissances discrètes mais sincères. Alexandre, de son côté, restait en retrait. Il suivait son parcours, intervenait seulement lorsqu'elle l'y contraignait. Leur lien était resté intact, mais silencieux. Il ne cherchait plus à la protéger. Il la laissait tracer sa voie. Et dans ce silence, Élodie ressentait une forme de respect plus puissante que les discours. Elle n'était plus l'assistante de cuisine. Elle n'était pas encore une dirigeante. Mais elle devenait, chaque jour un peu plus, une voix qu'on écoutait. Non pas parce qu'on la craignait, mais parce qu'elle portait la vérité simple de ceux qu'on n'entend jamais. Elle avait gagné le droit d'être là. Et elle avait compris que ce droit, il fallait le défendre, sans cesse, avec patience, avec force, avec justesse. La lumière du matin entrait en silence par les grandes fenêtres de la cuisine rénovée, glissant sur les surfaces polies comme un souvenir revenu sans prévenir. Tout avait été repensé. Les plans de travail en marbre clair, les étagères alignées avec précision, les nouvelles lampes suspendues projetant une clarté douce sur les ustensiles encore immobiles. Et pourtant, malgré ces changements visibles, l'âme du lieu demeurait intacte. C'était là que tout avait commencé. Là que la fatigue d'Élodie l'avait trahi pour la première fois. Là qu'Alexandre l'avait vu autrement, sous un angle que ni l'un ni l'autre ne soupçonnait possible à l'époque. Élodie était revenue ce matin-là sans y avoir été invitée. Elle n'en avait parlé à personne. Quelque chose en elle l'avait poussée à franchir à nouveau le seuil de cette pièce, comme si sa trajectoire inévitablement ascendante devait faire une boucle pour ne pas se rompre. Elle portait une tenue simple, un manteau beige, des chaussures confortables. Plus de badge, plus de tablette à la main, plus de responsabilités urgentes l'attendant à l'étage. Juste elle, dans le silence. Elle avança jusqu'à l'endroit exact où elle s'était endormie, des mois auparavant. Là où son corps, à bout de force, avait cédé. Elle posa la main sur l'armoire contre laquelle elle s'était appuyée. Le bois avait été remplacé, repeint. Mais dans son esprit, chaque détail restait vif. La froideur du carrelage sous ses jambes, la lourdeur de ses paupières, la chaleur inattendue d'un paletot sur ses épaules. Des pas résonnèrent dans le couloir. Elle ne se retourna pas. Elle savait qui venait. Il n'avait pas besoin de se faire annoncer. Et lorsqu'il entra dans la pièce, ce fut sans surprise, comme si lui aussi avait senti que c'était ici, maintenant, que devait se clore un cycle invisible. Alexandre s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Il portait une veste sombre, son manteau sur le bras. Son visage, toujours marqué par cette austérité élégante, portait ce jour-là une expression que peu auraient su lire. Un mélange de fierté silencieuse, de respect, et d'une nuance plus rare encore chez lui, la gratitude. Ils restèrent ainsi quelques secondes sans parler. Puis il s'approcha lentement, ses pas absorbés par le sol lisse. « Je savais que vous reviendriez ici un jour, dit-il doucement.
Je ne savais pas que j'en aurais besoin, répondit-elle, la voix calme. Mais j'avais besoin de voir si ce lieu avait changé, ou si c'était moi. Il hocha la tête, puis regarda autour de lui. Tout a changé. Et rien n'a changé, murmura-t-il. Les murs sont les mêmes. Mais vous, Élodie, vous êtes devenue autre chose, quelque chose de plus fort. Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire éclatant. C'était un sourire discret, profond, celui de ceux qui ont traversé l'épreuve sans perdre l'essentiel. Ce lieu, dit-elle en désignant la cuisine du regard, m'a vu au plus bas. Mais c'est aussi ici que j'ai senti pour la première fois qu'on me voyait. Alexandre s'approcha d'elle. Il ne la toucha pas. Il resta à une distance juste, respectueuse. « Vous m'avez réveillé ce soir-là, dit-il. Sans le vouloir, sans le savoir. Mais vous m'avez obligé à voir ce que j'évitais depuis trop longtemps. L'effort invisible, la fatigue digne, le courage discret. Vous avez réouvert une porte en moi. Et cette porte, je ne veux plus jamais la refermer. » Élodie sentit un frisson lui traverser l'échine. Il ne parlait pas d'amour. Pas encore. Peut-être jamais. Il parlait d'une transformation plus profonde, plus rare. Celle qui ne se mesure pas en gestes tendres, mais en vérité partagée. « Je ne sais pas ce que sera demain, » dit-elle, « mais je sais que je veux qu'il soit construit avec des regards, comme celui que vous m'avez offert ce jour-là. Un regard qui ne juge pas, qui ne possède pas, qui reconnaît. » Il baissa les yeux une seconde, puis les releva vers elle. « Vous n'êtes pas obligé de rester. Mais sachez que cette maison, cette entreprise, cet endroit, ils ne seront plus jamais les mêmes grâce à vous. » Elle inspira lentement. Une paix nouvelle s'installait en elle. Elle ne cherchait plus à fuir, ni à prouver. Elle avait franchi les épreuves, porté les silences, encaissé les regards et les jalousies. Elle avait tenu, et elle avait grandi. En quittant la cuisine quelques minutes plus tard, elle ne se retourna pas. Elle n'avait plus besoin de revoir ce lieu pour se souvenir. Elle l'emportait désormais en elle. Elle marchait vers autre chose, vers la suite, vers l'inconnu. Mais tout avait commencé ici, et cette vérité, elle ne l'oublierait jamais.